Merci beaucoup, messieurs les chairmen. Donc oui, on m'a demandé de parler de syndrome de Brugada. Et donc c'est vraiment avec plaisir que je vais parler du syndrome de Brugada et sans plus tarder, une première diapo qui est importante quand même parce que au début du syndrome de Brugada, on parlait de type 1, type 2, type 3. Ce qu'il faut bien avoir en tête et ce qui va être le fil conducteur après, c'est que pour parler de syndrome de Brugada, il faut avoir un type 1. D'accord ? Que ce soit l'état de base ou après test au bloqueur des canaux sodiques, que ce soit la jmaïne, la flécaïne, mais on ne parle de syndrome de Brugada qu'avec un électrocardiogramme de type 1. C'est vraiment crucial, le type 2, type 3. Si un type 2, type 3, uniquement un type 2, type 3, on ne parle plus de syndrome de Brugada. Il faut faire un test au bloqueur sodique et c'est que si ça se transforme en type 1 qu'on pourra parler de syndrome de Brugada. J'insiste lourdement là-dessus, mais c'est important et c'était un problème dans les études, dans les premières études où on parlait un peu de tout et n'importe quoi, mais maintenant c'est très clair, dans toutes les études on parle que de gens qui ont des types 1, que ce soit spontanément ou après bloqueur des canaux sodiques. Alors, le problème dans le syndrome de Brugada, c'est que c'est ça, c'est la stratification du risque. Et en fonction des éléments cliniques, on a plus ou moins de risque de faire des morts subites. Et le vrai souci en fait donc, de cette stratification, c'est que finalement on n'a qu'un seul traitement à l'heure actuelle reconnu, c'est le défibrillateur pour les gens qui sont à haut risque de mort subite. Et comme vous le verrez dans la présentation, c'est pas toujours facile de savoir qui est au risque de mort subite. Et c'est vraiment la limite à l'heure actuelle. On dira un mot également des traitements annexes, mais ça reste que les traitements annexes et pas le traitement principal. Alors, quand on regarde un peu, c'est l'étude Finger, qui est une étude européenne avec plus de 1000 patients, la plus grande étude jusqu'à présent. Le premier élément important, c'est justement si on a ce type 1 spontanément ou après antiarythmique de classe 1C, car en fonction de ces présentations-là, vous n'aurez pas le même risque, votre patient n'aura pas le même risque de faire des événements. Et donc, en fonction de la présentation clinique, que ce soit une mort subite, une syncope présumée rythmique, et on verra que pareil, qu'est-ce que ça veut dire une syncope présumée rythmique, c'est pas toujours facile, ou un patient asymptomatique, le risque n'est pas le même, mais que les gens qui ont un type 1 spontané ont un risque plus élevé que les gens qui ont un type 1 simplement après antiarythmique de classe 1C, avec des risques qui vont de moins de 1% à plus de 10%, donc vraiment des variations importantes en fonction de la présentation clinique et électrocardiographique, qui sont vraiment les deux éléments essentiels justement à cette stratification du risque à l'heure actuelle. Et ça c'est important, c'est dans cette étude de Vincent Probst qui avait coordonné cette étude. Si vous êtes amené à avoir des patients avec syndrome de Brugada, je vous conseille vraiment ce papier parce que ça permet de discuter avec le patient et de discuter justement du niveau de risque de votre patient pour éventuellement envisager un traitement par la suite. Alors il y a ça fait partie des conférences de consensus de 2005, donc anciennes, où on voit que s'ils ont un type 1 spontané ou pas, c'est pas la même chose, qu'ils sont symptomatiques ou pas, avec une place de l'exploration électrophysiologique. Et je vous montrerai après que c'est pas forcément si simple que ça. L'intérêt de l'exploration électrophysiologique est clairement pour le cardiologue parce qu'on a l'impression de faire quelque chose avec une réponse binaire 0-1. En pratique, si vous lancez une pièce en l'air, c'est probablement pas très différent de faire une exploration électrophysiologique. Mais c'est vrai qu'en tant que cardiologue, on préfère faire un examen auquel on va croire en espérant que ça donne une réponse bonne pour le patient, mais on verra que ce n'est pas forcément le cas. Alors, on va prendre en revue, bien évidemment, quelqu'un qui a fait une mort subite récupérée, finalement, il n'y a pas de question à se poser, il faut l'implanter, et qu'il y a un aspect de Brugada, il faut l'implanter d'un défibrillateur, et c'est le problème, il n'y a pas de problème, en fait, c'est réglé, et donc c'est assez simple. Le problème commence avec les patients qui font des syncopes. Comme vous le savez tous, qu'est-ce que ça veut dire une syncope rythmique ? Alors soit vous avez la chance que le patient ait un holter sur lui ou d'enregistrer l'électrocardiogramme qui soit télémétré au moment de la syncope et vous voyez si c'est rythmique ou pas, mais ça arrive quasiment jamais. Le plus souvent c'est l'interrogatoire, c'est qu'il vient pour cette syncope. Et on a fait un travail où on avait classifié sur des critères uniquement cliniques les syncopes en présumé rythmique. Les critères étaient une perte de connaissance brutale sans ou des prodromes moins de 10 secondes, une perte de connaissance de moins de 1 minute, un retour rapide à la conscience, sans facteur déclenchant particulier. Donc ces patients-là qui avaient ces 4 critères étaient rentrés dans le groupe des syncopes rythmiques, des syncopes neurocardiogéniques au sens large, vasovagales vraiment typiques, et puis
le problème, c'est ces patients-là, d'origine incertaine, qui avaient des éléments de ce groupe, mais qui pouvaient avoir des circonstances un peu vagales, où c'est pas toujours facile. Et donc on avait regardé ce que ces patients étaient devenus, et on avait la bonne surprise de voir qu'il n'y avait que les patients du groupe 1. Pardon, ce que je n'avais pas dit, c'est que ces patients-là, la plupart avaient au moins un holter implantable, justement pour surveiller leur rythme dans le suivi, et on avait regardé leur devenir, et finalement, il n'y avait que les patients qui avaient vraiment des critères cliniques typiques, qui faisaient des événements ventriculaires dans le suivi, en sachant qu'on avait un suivi de 5 ans, ce qui est beaucoup et très peu à la fois pour quelqu'un de 30 ou 40 ans qui va présenter une syncope, qui va devoir vivre 40 ans. 5 ans de suivi, c'est pas grand-chose. Et c'est pas parce que pendant 5 ans il n'a rien fait qu'il peut pas faire un peu plus tard. Donc avec toutes les limites, quand même, c'était simplement pour dire que la clinique est vraiment très importante, la clinique de la syncope et l'interrogatoire. Il ne faut pas hésiter à répéter les interrogatoires pour justement avoir une idée un peu plus précise de ce qui se passe. Alors, la stratification du risque, c'est clairement chez les patients asymptomatiques. C'est là tout notre problème, il faut le dire, hein, on est nul. Il n'y a pas d'autre mot, on est très mauvais pour stratifier le risque de ces patients, on ne sait pas le faire. Alors pendant longtemps, on a fait l'exploration électrophysiologique, et encore une fois, l'intérêt essentiel qu'on y voyait, c'était pour nous donner bonne conscience, on faisait quelque chose, puis on avait un résultat et on en tenait compte. Vous voyez dans ces études que finalement, que vous fassiez ou pas une exploration, le devenir n'est pas forcément très différent, qu'elle soit, je veux dire, positive ou pas, cette exploration. Il y a des méta-analyses qui ont été faites. En gros, pour vous résumer rapidement, c'est les frères Brugada trouvent que ça marche super bien l'exploration électrophysiologique. Le reste du monde ne trouve pas d'intérêt à faire l'exploration électrophysiologique. Pour schématiser, c'est ça. Il y a une méta-analyse de fait sur toutes les études qui ne retrouve pas non plus de bénéfices en termes de stratification du risque à l'exploration électrophysiologique. Et plus récemment, et la seule étude prospective, qui est une étude italienne, multicentrique, avait évalué l'intérêt et retrouvé des facteurs prédictifs d'événements rythmiques qui étaient la syncope, le type 1 spontané, donc ça on le savait déjà. Et l'exploration, en fait, c'était pas l'inductivité qui trouvait intéressante, c'était les périodes réfractaires courtes, à moins de 200 millisecondes du ventricule droit. C'est-à-dire des patients chez qui on arrivait à envoyer des extra-stimulus qui capturaient à moins de 200 millisecondes, ben ces patients-là avaient plus de risques de faire des événements. Et une autre chose qui est importante, mais qui dépend beaucoup de vos électrocardiogrammes et de la façon dont sont réglés vos filtres sur les électrocardiogrammes, la fragmentation du QRS, et je vous montrerai quelques exemples. Et ça, c'est probablement, avec l'aspect majeur de Brugada, des critères ECG assez importants. Au final, c'est des discussions avec le patient et la famille, en fonction de beaucoup d'éléments, de l'âge du patient, bien sûr, des symptômes personnels, familiaux. Et c'est vraiment, ça nécessite vraiment une discussion longue avec le patient pour lui expliquer qu'on ne sait pas tout, qu'il y a encore pas mal de zones d'ombre et qu'il y a un risque qui n'est probablement pas élevé. Et avec, encore une fois, avec les résultats de Finger, on peut lui dire vous avez un risque de 0,6% par an, par exemple, d'avoir un problème. Le défibrillateur, c'est aussi des risques. Et donc, voilà, on a besoin, on n'a pas besoin du défibrillateur pour ces patients. Mais c'est vrai qu'on implante de moins en moins les asymptomatiques, même si on sait que certains vont faire des problèmes quand même. Ça c'est sûr, mais par rapport à une époque on implante beaucoup moins ces patients avec syndrome de Brugada. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est les mesures simples, c'est-à-dire expliquer qu'en cas de fièvre, vous avez plus de risques de faire des problèmes quand on a un Brugada. Hein. Vous savez que les canaux sodiques sont température dépendants et donc l'hyperthermie va majorer l'aspect et va majorer probablement le risque d'arythmie. Donc on demande à ce qu'il y ait avec de l'aspirine, du Doliprane, du paracétamol qui lutte contre tout épisode fébrile. Et il y a une liste de médicaments à éviter sur brugadadrugs.org en différentes langues. Et c'est des médicaments qu'il faut éviter parce que ça augmente l'aspect de Brugada sur l'électrocardiogramme, ou en tout cas au moins expérimentalement. Donc on n'est pas certain que toutes ces drogues qui sont dessus vont majorer le risque, mais d'un point de vue d'un principe de précaution, on leur remet une liste, comme pour les patients qui ont un QT long, il y a des médicaments qui allongent le QT, il y a des médicaments qui augmentent l'aspect de Brugada, et donc on recommande de les éviter. Voilà. Le problème, donc, c'est le défibrillateur, et quand on regarde le devenir des patients implantés, donc vous voyez que même nos patients implantés asymptomatiques vont quand même faire des épisodes. Et donc, il y a quand même un risque chez les asymptomatiques, je vous dis, de l'ordre de 0,6% par an. Alors, ce sont des statistiques. Le problème, c'est on aimerait bien savoir, pour ce patient donné, est-ce qu'il va faire quelque chose ou pas, et surtout, est-ce qu'il faut l'implanter ou pas. Quand on regarde un peu plus en détail,
Donc on a chez les patients par exemple avec syncope, on a un taux de choc approprié de 19% à 10 ans, ça c'est à 10 ans, hein. D'accord? Donc c'est pas négligeable, mais 12% quand même chez les asymptomatiques, c'est pas rien, hein. C'est sur ceux qui ont été implantés en tout cas. Par contre, c'est à mettre en balance avec ceux qui ont des chocs inappropriés, enfin avec le taux de choc inapproprié par contre 37%, donc 3 fois plus, et je dirais encore pire, parce que maintenant avec des réglages un peu particuliers, la télécardiologie, on arrive à diminuer de beaucoup ce nombre de chocs inappropriés, mais, et ça pour l'instant on ne sait pas faire, c'est le problème du taux de fracture de sonde. 30% à 10 ans, c'est monstrueux, en sachant qu'en moyenne on implante vers 40 ans, ça veut dire que tous ils vont avoir une fracture de sonde d'ici la fin de leur vie, avec les risques liés à l'extraction, et je ne parle pas des endocardites et tout ça, en plus par ailleurs, d'accord? Donc c'est vraiment, le défibrillateur, finalement, vous greffez une deuxième maladie, si je puis dire, sur ce Brugada. Donc il faut vraiment être sûr que le jeu en vaille la chandelle, surtout chez ces gens jeunes. Donc ça c'est ce que je vous disais. Donc attention aux facteurs précipitants. Le défibrillateur, donc chez les gens avec syncope, chez les gens avec mort subite bien sûr, chez les asymptomatiques, si vraiment il y a un aspect majeur de Brugada, essentiellement, éventuellement la fragmentation des QRS, et si vous croyez à l'exploration électrophysiologique, et dans les dernières recommandations, il laisse au choix du cardiologue de faire ou pas cette exploration électrophysiologique, à ce moment-là éventuellement. Sachez que la quinidine peut marcher, par exemple Sérécor matin et soir en 2 prises par jour bien sûr, et il ne faut pas hésiter à doser une quinidémie parce que parfois il faut monter les doses, c'est pas suffisant, ça prolonge le QT quand même le Sérécor, il faut garder ça en tête. Mais chez les gens qui ont des chocs récidivants appropriés, ça peut être une solution. On en a parlé ce matin, l'Isuprel en phase aiguë d'orage rythmique sur le Brugada, c'est très efficace, d'accord. Et on va parler un petit peu aussi de l'ablation, on peut faire des ablations de FV dans le Brugada. Juste pour vous montrer la quinidine, donc avec une proportion, c'est une proportion, mais c'est pas, en pratique, c'est pas toujours vrai, entre la concentration de quinidine et l'élévation du point J sur l'électrocardiogramme. Et plus on a des concentrations élevées de quinidine, plus l'aspect de Brugada disparaît. Mais en pratique, c'est pas toujours efficace. On a des séries un peu plus grandes, un peu plus longues de l'équipe de Bernard Bellassène qui montrent que ça marche. Mais c'est toujours des petites séries, c'est jamais randomisé. Enfin, ça vaut ce que ça vaut, mais en pratique, c'est vrai que on n'a pas grand-chose d'autre à leur proposer et ça marche assez bien. Mais à l'heure actuelle, c'est quand même en complément du défibrillateur ou dans des cas exceptionnelissimes chez les enfants, parfois pour pas implanter, on peut être amené à mettre ça. Donc ça, c'est un papier de Philippe Maury, d'Isuprel dans l'orage rythmique de Brugada, et en accélérant la fréquence, on va faire disparaître les fibrillations ventriculaires avec une petite diminution de l'aspect de Brugada, même si l'aspect persiste un petit peu, on a une diminution de l'aspect par rapport au début. Alors, quid de l'ablation? On peut, mais dans le Brugada, finalement, on a assez peu d'extrasystoles initiatrices, on les attrape assez peu, mais si vous en avez, on peut aller cibler ces extrasystoles initiatrices. Ou plus récemment, Nademani a montré qu'il y avait un substrat essentiellement épicardique qu'on pouvait nettoyer, et que si on arrivait à nettoyer ce substrat épicardique, on arrivait à se débarrasser de ces fibrillations ventriculaires. Donc voilà, avec des potentiels vraiment fragmentés, et on pourra en discuter si ça vous intéresse, mais sur la question dépolarisation versus repolarisation, mais on a vraiment toute une zone anormale. Alors en pratique, on la trouve un peu plus basse, plutôt dans cette zone-là, l'infundibulum bas, vraiment des potentiels anormaux, et en nettoyant ces potentiels, on arrive à débarrasser les gens de leur fibrillation ventriculaire. Ça, c'est un de nos patients avec un cathéter par voie épicardique Pentaré, et vous voyez ces tracés fragmentés là sur ce cathéter dans la base de l'infundibulum. Et donc en nettoyant ça, on arrive, voilà un autre exemple d'un patient avec ce cathéter Pentaré, et la zone qu'on a nettoyée, tout ça c'est les tirs de radiofréquence sur le système carto, sur le versant épicardique par rapport sous-xiphoïdien, et donc on arrive à nettoyer, en arrivant à nettoyer cette zone, on arrive à débarrasser les gens de leur fibrillation ventriculaire quand ils ont des orages rythmiques ou en tout cas des chocs récidivants. Alors sur le temps qui me reste, j'ai quelques cas cliniques, alors n'hésitez pas à m'interrompre, à participer, parce que finalement c'est plus intéressant d'en discuter ensemble. Et ce premier, en fait, je ne sais pas quoi faire, donc j'espère que vous allez m'aider parce que je suis bien embêté. C'est un jeune de 22 ans. Alors, on était en 2009. En fait, il s'est levé une nuit pour uriner, mais il a 22 ans, hein, il n'a pas de médicaments, et il a syncopé. Les prodromes courts, en fait, à peine 10 secondes, il a à peine eu le temps de sentir venir, qu'il s'est retrouvé par terre, et surtout, il s'est fracturé la mâchoire, donc autant dire qu'il ne s'est pas protégé, la chute non protégée, quoi.
Donc vraiment pas bien. Et il a cet électro-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, on a l'aspect là. Alors, si on veut être vraiment jusqu'au boutiste, on n'a pas tout à fait l'aspect de Brugada là, parce qu'on n'a pas cet aspect... ouais, exactement. Là, on a un petit crochetage là. Mais bon, quand même, vous conviendrez avec moi que c'est pas normal, quoi. Surtout à 22 ans, c'est quand même quelque chose qui attire l'œil. Et en plus, l'impair, pour 22 ans, on est à 210, 220 millisecondes. C'est pas classique non plus à 22 ans d'avoir une petite impair. Il n'est pas dramatiquement élevé, mais quand même à la limite supérieure de la normale. Et accessoirement un axe gauche également. Donc c'est vraiment un électrocardiogramme à 22 ans qui est pas standard, avec une syncope. Alors ok, le contexte peut faire vasovagal parce que c'est la nuit, c'est levé pour uriner, mais bon, quasiment pas de prodrome, pas de protection lors de la chute. Il s'est vraiment fracturé la mâchoire. Enfin, c'est une grosse chute, quoi, hein. Son QT est normal. Non, là il est normal. Alors, je t'accorde un QT corrigé à 440 si tu veux, mais non, vraiment là non. Donc qu'est-ce que vous feriez pour lui? Une exploration. Alors qu'est-ce que tu veux chercher? Alors moi je veux bien tous les examens, mais qu'est-ce que tu veux chercher à l'exploration? Voilà, non mais la question elle est là. Est-ce que c'est une exploration pour faire une stimulation ventriculaire programmée? Est-ce que c'est une exploration pour voir un HV éventuellement? Pourquoi pas, hein? Non mais tout est acceptable, hein? Non? Alors non, mais c'est intéressant parce qu'en l'occurrence en 2009 c'est ce qu'on a fait, hein? Parce qu'on n'était vraiment pas rassurés. Ouais, donc voilà, exactement. Par contre, maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tu peux le faire pour le HV, même si sur l'électrode basse, tu n'as pas trop d'éléments pour dire que tu vas avoir un HV long quand même, mais pourquoi pas, et voir la période réfractaire ventriculaire. Mais je dois dire que sur les caractéristiques de la syncope, on n'était vraiment pas très rassurés. Et donc, tu vois, on avait craqué, même en 2009, on a fait une stimulation ventriculaire, on l'a stimulé, même si on dit que ça sert à rien, tout ça, on n'était pas fiers. Bon, en l'occurrence, c'était négatif, et on a fini par lui mettre un reveal. Pour justement surveiller en particulier la nuit. Alors c'est des gens, et Philippe Maury l'avait montré aussi, qui peuvent faire des salles de FV non soutenues, mais vraiment quoi, et parfois asymptomatiques parce que ça se passe en milieu de la nuit. Donc on l'a mis à un reveal et finalement pendant 3 ans il s'est absolument rien passé. Donc c'est la question. L'écho est énorme, oui bien sûr. Alors je suis passé rapidement dessus mais il n'y avait pas il y avait absolument aucune anomalie morphologique. Il n'y avait pas de compression de l'infundibulum. Il y avait pas de tumeur médiastinale ou je ne sais pas quoi. Il y avait vraiment un cœur strictement sain, structurellement sain. Donc voilà, ce que disent les recommandations, les anciennes, c'est évaluer pour une cause extracardiaque claire. Alors ça, si vous comprenez ce que ça veut dire, vous avez de la chance, moi je ne comprends toujours pas. Et surtout, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est dans les recommandations, on fait des consensus, enfin, il y a un consensus autour des experts, et donc on arrive à des choses finalement qui ne sont pas très pratiques. C'est évaluer pour une cause extracardiaque. Bon, ok, on a évalué pour une cause extracardiaque, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'étude qu'on avait fait sur les syncopes. Alors un autre cas... Donc lui, on l'a surveillé par reveal. Donc on l'avait stimulé quand même, je dois avouer, hein, je devrais pas le dire, mais on l'a quand même fait. Et on lui a mis un reveal. Et écoute, avec le reveal, on n'a rien trouvé et il va toujours bien. Là, on est 5 ans plus tard, il a rien fait. Mais on le surveille très régulièrement. Il a un peu allongé son PR et je dois dire que je suis pas rassuré, hein. Je pense qu'un jour, il va avoir le droit quand même au défibrillateur. Bon, on a déjà gagné 5 ans, c'est bien. Il y en a 27 ans. Mais j'aimerais bien gagner au moins 10 ans de plus, voire 20 ans de plus, ça m'arrangerait. Mais par contre, tu surveilles régulièrement. On le surveille régulièrement. Il a jamais resyncopé, hein, depuis, et on n'a jamais rien enregistré au reveal. Quel rapport avec le PR? C'est une bonne question. Souvent, on a des mutations, enfin 20 à 30% des mutations SCN5A, et il n'est pas rare que ces patients ont des PR longs. Donc, de troubles conductifs. En fait, pendant très longtemps, on a pensé que c'était simplement de la repolarisation. Et en fait, ça, c'est très bien montré, la repolarisation sur du wedge, enfin en ex vivo, en in vitro même, sur des préparations de chiens en particulier. Et c'est Charles Angelevich qui a très bien montré les rentrées de phase 2, la repolarisation. En fait, de plus en plus chez l'homme, on se rend compte que c'est des problèmes de conduction probablement, et particulièrement dans l'infundibulum pulmonaire, on a des potentiels, enfin des altérations de la conduction avec des zones fragmentées de l'infundibulum pulmonaire. Voilà. Ouais, alors ça c'est une bonne question. C'est pas très clair et il n'y en a pas finalement entre SCN5A. Et c'est pas parce que tu es muté SN5A que tu vas faire plus d'événements, parce que probablement qu'il y a des cofacteurs.
À ma connaissance, c'est pas clair non plus qu'il y ait une corrélation très nette entre PR long et mort subite, mais clairement, c'est plutôt quand ils ont des PR longs, on va trouver souvent des mutations LCN5A. Pour le coup. Donc c'est pas directement lié au taux d'événement, mais c'est un petit truc qui peut te dire que c'est pas juste un aspect de Brugada comme ça, il y a probablement un peu plus, et c'est vraiment probablement un vrai Brugada et pas juste un aspect que tu as vu comme ça passer. Voilà. Oui. Maintenant qu'on a des défibrillateurs sous-cutanés, est-ce qu'il n'est pas plus logique d'implanter un défibrillateur sous-cutané qu'un reveal qui, après tout, s'il meurt en pleine nuit, personne ne pourra... Bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est... Un reveal, alors on a mis un reveal, mais c'est tout à fait discutable comme choix, parce qu'un reveal ne fait qu'enregistrer, ne traite pas. Hein. Moi j'ai eu un patient qui est décédé avec bien sûr. 44 ans. Ah, bien sûr. Non, mais évidemment, le reveal ne traite pas, il ne fait qu'enregistrer. Le problème, c'est que on n'a vraiment à l'heure actuelle pas de bons critères pour différencier, et que ça me paraît difficile d'implanter tout le monde. Comme tu sais, les défibrillateurs sous-cutanés, c'est pas la panacée non plus. Il y a des grosses limites. Pas tout le monde non plus, mais non. À partir de ce qu'on sait déjà, sur certains aspects, sur les syncopes. Ouais. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de règle générale. C'est facile de dire ça, hein, mais vraiment, c'est du cas par cas, des discussions. Et n'hésitez pas à référer ces patients à des cardiologues qui ont l'habitude de gérer ce genre de pathologie. Et restez pas dans votre coin à le gérer tout seul, parce que vous aurez des embêtements après. Oui, il y a des risques que vous décidiez de mettre un reveal et qu'il fasse une mort subite, ou l'inverse, que de mettre un défibrillateur qui fasse une endocardique, une perforation ou des fractures de sonde. Donc c'est vraiment des décisions qui doivent être collégiales et au cas par cas. Il n'y a pas de recette miracle, je pense, malheureusement, chez ces patients. Oui. Ouais, tout à fait. Il est stable, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas un aspect qui diminue de Brugada. Parfois, on a eu une fois un aspect typique en dôme, mais il est plutôt comme ce que je vous ai montré. La seule chose qui m'embête chez lui, c'est son PR qui a plutôt tendance à s'allonger. Ça me gêne beaucoup. Mais ouais. Oui. Je fais la discussion en même temps, hein, j'en profite. Hein. J'ai vu que le temps a été dépassé, mais... Pour ce genre de patient, c'est quand même 12% de mortalité. Alors, attends. Pas tout à fait, non. Les 12%, c'est les asymptomatiques implantés d'un défibrillateur. Les asymptomatiques, finger, c'est 0,6% par an, donc ce sera 6%. C'est la moitié. Alors, voilà. Alors après, la question, c'est la syncope. Tout le problème, c'est la syncope. Si tu prends la syncope, effectivement, alors là, on est plutôt de l'ordre de 20%, effectivement, à 10 ans. On parle à 10 ans. Hein. Donc, c'est pas la même chose, effectivement. Le problème, toute la question, et c'est pour ça que j'ai mis ça, c'est qu'est-ce qu'une syncope rythmique ? Et la plupart du temps, les brugadas font des syncopes vagales. Voilà. Alors, pour compliquer les choses, les brugadas sont plutôt vagaux. Et donc, ont tendance aussi à faire des syncopes vasovagales. Mais ce qui nous a fait ne pas mettre de défibrillateur, on s'est vraiment beaucoup, et encore une fois, ça a été collégial. Hein. C'est pas moi dans mon coin qui ai décidé de ne pas mettre de défibrillateur parce que je ne sais rien si c'est la bonne solution. Si demain on m'appelle et qu'il est mort, j'aurais foiré, quoi. Donc non, c'est vraiment, on est à plusieurs, à tous les médecins du service, chacun pesant le pour et le contre, de se dire, il a 22 ans, lui mettre un défibrillateur, on est sûr qu'il va y avoir des extractions. Sa syncope, bon, ok. Il s'est fracturé, mais il s'est levé la nuit pour aller uriner. Enfin, on a quand même un contexte qui peut faire vasovagal. C'est pour ça qu'on ne l'a pas implanté. Mais voilà. Ok. Et dernière diapo, parce que je pense que j'ai largement dépassé le temps. Moi, j'ai fait la discussion avec, mais j'ai largement dépassé le temps. Juste pour vous montrer, voilà. Ça, par contre, quand on voit ça, rien que ça, ça fait peur, quoi. Rien que l'électro, même asymptomatique. On discute avec le patient et ça ne me dérangerait pas pour le coup d'implanter un patient même asymptomatique avec ce type d'électro-là par rapport à un patient avec une syncope foireuse avec un ASP à peine à 2 mm de sus-décalage du segment ST. Et en l'occurrence, lui, on a bien fait de l'implanter même s'il était peu symptomatique parce qu'il a fait des FV pas longtemps plus tard, quoi. Voilà, donc je pense que je vais m'en arrêter là, sinon je vais dépasser tout le temps de parole, mais...